Le livre qui parle vous propose d'écouter Le Cousin Pons d'Honoré de Balzac, interprété par Bernard Petit, enregistré et mixé au studio Mac Audio System. Dédicace à Don Michael Angelo Caggetani, prince de Teano. Ce n'est ni au prince romain, ni à l'héritier de l'illustre maison Caggetani, qui a fourni des papes à la chrétienté, c'est au savant commentateur de Dante que je dédie ce petit fragment d'une longue histoire. Vous m'avez fait apercevoir la merveilleuse charpente d'idées sur laquelle le plus grand poète italien a construit son poème, le seul que les modernes puissent opposer à celui d'Homère. Jusqu'à ce que je vous eusse entendu, la Divine Comédie me semblait une immense énigme dont le mot n'avait été trouvé par personne, et moins par les commentateurs que par qui que ce soit. Comprendre ainsi Dante, c'est être grand comme lui, mais toutes les grandeurs vous sont familières. Un savant français se ferait une réputation, gagnerait une chaire et beaucoup de croix à publier, en un volume dogmatique, l'improvisation par laquelle vous avez charmé l'une de ces soirées où l'on se repose d'avoir vu Rome. Vous ne savez peut-être pas que la plupart de nos professeurs vivent sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur l'Orient ou sur le Nord, comme des insectes sur un arbre. Et, comme l'insecte, ils en deviennent partie intégrante, empruntant leur valeur de celle du sujet. Or, l'Italie n'a pas encore été exploitée à chair ouverte. On ne me tiendra jamais compte de ma discrétion littéraire. J'aurais pu, vous dépouillant, devenir un homme docte de la force de trois Schlegel, tandis que je vais rester simple docteur en médecine sociale, le vétérinaire des maux incurables, ne fût-ce que pour offrir un témoignage de reconnaissance à mon Cicérone et joindre votre illustre nom à ceux des Porcia, des Sanseverino, des Pareto, des Di Negro, des Belgiojoso, qui représenteront dans la comédie humaine cette alliance intime et continue de l'Italie et de la France que déjà le Bandello, cet évêque, auteur des contes très drôlatiques, consacrait de la même manière au XVIe siècle dans ce magnifique recueil de nouvelles, d'où sont issues plusieurs pièces de Shakespeare, quelquefois même des rôles entiers, et textuellement. Les deux esquisses que je vous dédie constituent les deux éternelles faces d'un même fait. Homo duplex, a dit Grand Buffon. Pourquoi ne pas ajouter res duplex? Tout est double, même la vertu. Aussi Molière présente-t-il toujours les deux côtés de tout problème humain. À son imitation, Diderot écrivit un jour « Ceci n'est pas un conte », le chef-d'œuvre de Diderot peut-être, où il offre la sublime figure de mademoiselle de la Chaux immolée par Gardanne en regard de celle d'un parfait amant tué par sa maîtresse. Mes deux nouvelles sont donc mises en pendant comme deux jumeaux de sexes différents. C'est une fantaisie littéraire à laquelle on peut sacrifier une foi, surtout dans un ouvrage où l'on essaie de représenter toutes les formes qui servent de vêtements à la pensée. La plupart des disputes humaines viennent de ce qu'il existe à la fois des savants et des ignorants, constitués de manière à ne jamais voir qu'un seul côté des faits ou des idées. Et chacun de prétendre que la face qu'il a vue est la seule vraie, la seule bonne. Aussi, le livre saint a-t-il jeté cette prophétique parole « Dieu livra le monde aux discussions ». J'avoue que ce seul passage de l'Écriture devrait engager le Saint-Siège à vous donner le gouvernement des deux chambres pour obéir à cette sentence commentée en 1814 par l'ordonnance de Louis XVIII, que votre esprit, que la poésie qui est en vous, protège les deux épisodes des parents pauvres. De votre affectionné serviteur, de Balzac. Paris, août-septembre 1846. Chapitre 1. Un glorieux débris de l'Empire. Vers 3 heures de l'après-midi, dans le mois d'octobre de l'année 1844, un homme âgé d'une soixantaine d'années, mais à qui tout le monde eût donné plus que son âge, allait le long du boulevard des Italiens, le nez à la piste, les lèvres papellardes, comme un négociant qui vient de conclure une excellente affaire ou comme un garçon content de lui-même au sortir d'un boudoir.
C'est à Paris la plus grande expression connue de la satisfaction personnelle chez l'homme. En apercevant de loin ce vieillard, les personnes qui sont là tous les jours assises sur des chaises, livrées au plaisir d'analyser les passants, laissaient toutes poindre dans leur physionomie ce sourire particulier aux gens de Paris, et qui dit tant de choses ironiques, moqueuses ou compatissantes, mais qui, pour animer le visage d'un Parisien, blasé sur tous les spectacles possibles, exige de hautes curiosités vivantes. Un mot fera comprendre, et la valeur archéologique de ce bonhomme est la raison du sourire qui se répétait comme un écho dans tous les yeux. On demandait à Hyacinthe, un acteur célèbre par ses saillies, où il faisait faire les chapeaux à la vue desquels la salle pouffe de rire. « Je ne les fais point faire, je les garde !» répondit-il. Eh bien, il se rencontre dans le million d'acteurs qui composent la grande troupe de Paris des Hyacinthes sans le savoir, qui gardent sur eux tous les ridicules d'un temps et qui vous apparaissent comme la personnification de toute une époque pour vous arracher une bouffée de gaieté quand vous vous promenez en dévorant quelque chagrin amer causé par la trahison d'un ex-ami. En conservant dans quelques détails de sa mise une fidélité quand même au mode de l'an 1806, ce passant rappelait l'Empire sans être par trop caricature. Pour les observateurs, cette finesse rend ces sortes d'évocations extrêmement précieuses. Mais cet ensemble de petites choses voulait l'attention analytique dont sont doués les connaisseurs en flânerie. Et, pour exciter le rire à distance, le passant devait offrir une de ces énormités à crever les yeux, comme on dit, et que les acteurs recherchent pour assurer le succès de leurs entrées. Ce vieillard, sec et maigre, portait un Spencer couleur noisette sur un habit verdâtre à boutons de métal blanc. Un homme en Spencer, en 1844, c'est, voyez-vous, comme si Napoléon eût daigné ressusciter pour 2 heures. Le Spencer fut inventé, comme son nom l'indique, par un lord sans doute vain de sa jolie taille. Avant la paix d'Amiens, cet Anglais avait résolu le problème de couvrir le buste sans assommer le corps par le poids de cet affreux carrick qui finit aujourd'hui sur le dos des vieux cochers de fiacre. Mais comme les fines tailles sont en minorité, la mode du Spencer pour homme n'eut en France qu'un succès passager, quoique ce fût une invention anglaise. À la vue du Spencer, les gens de 40 à 50 ans revêtaient par la pensée ce monsieur de bottes à revers, d'une culotte de casimir vert pistache à nœuds de ruban, et se revoyaient dans le costume de leur jeunesse. Les vieilles femmes se remémoraient leur conquête. Quant aux jeunes gens, ils se demandaient pourquoi ce vieil Alcibiade avait coupé la queue de son paletot. Tout concordait si bien à ce Spencer que vous n'eussiez pas hésité à nommer ce passant un homme empire, comme on dit un meuble empire. Mais il ne symbolisait l'empire que pour ceux à qui cette magnifique et grandiose époque est connue, au moins dévisue. Car il exigeait une certaine fidélité de souvenir quant aux modes. L'empire est déjà si loin de nous que tout le monde ne peut pas se le figurer dans sa réalité gallo-grecque. Le chapeau mis en arrière découvrait presque tout le front avec cette espèce de crânerie par laquelle les administrateurs et les Pékins essayèrent alors de répondre à celle des militaires. C'était d'ailleurs un horrible chapeau de soie à 14 francs, aux bords intérieurs duquel de hautes et larges oreilles imprimaient des marques blanchâtres, vainement combattues par la brosse. Le tissu de soie, mal appliqué, comme toujours, sur le carton de la forme, se plissait en quelques endroits et semblait être attaqué de la lèpre, en dépit de la main qui le pansait tous les matins. Sous ce chapeau, qui paraissait près de tomber, s'étendait une de ces figures falottes et drôlatiques, comme les Chinois seuls en savent inventer pour leurs magots. Ce vaste visage percé comme une écumoire, où les trous produisaient des ombres, et refouillé comme un masque romain, démentait toutes les lois de l'anatomie. Le regard n'y sentait point de charpente. Là où le dessin voulait des os, la chair offrait des méplats gélatineux.
et là où les figures présentent ordinairement des creux, celle-là se contournait en bosse flasque. Cette face grotesque, écrasée en forme de potiron, attristée par des yeux gris surmontés de 2 lignes rouges au lieu de sourcils, était commandée par un nez à la Don Quichotte, comme une plaine est dominée par un bloc erratique. Ce nez exprime, ainsi que Cervantes avait dû le remarquer, une disposition native à ce dévouement aux grandes choses qui dégénère en duperie. Cette laideur, poussée tout au comique, n'excitait cependant point le rire. La mélancolie excessive qui débordait par les yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui glaçait la plaisanterie sur les lèvres. On pensait aussitôt que la nature avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la tendresse sous peine de faire rire une femme ou de l'affliger. Le Français se tait devant ce malheur qui lui paraît le plus cruel de tous les malheurs, ne pouvoir plaire. Chapitre 2. Un costume comme l'on en voit peu. Cet homme si disgracié par la nature était mis, comme le sont les pauvres de la bonne compagnie, à qui les riches essaient assez souvent de ressembler. Il portait des souliers cachés par des guêtres, faites sur le modèle de celles de la garde impériale, et qui lui permettaient sans doute de garder les mêmes chaussettes pendant un certain temps. Son pantalon en drap noir présentait des reflets rougeâtres, et sur les plis des lignes blanches jouluisantes, qui, non moins que la façon, assignaient à 3 ans la date de l'acquisition. L'ampleur de ce vêtement déguisait assez mal une maigreur provenue plutôt de la constitution que d'un régime pythagoricien. Car le bonhomme, doué d'une bouche sensuelle à lèvres lippues, montrait en souriant des dents blanches dignes d'un requin. Le gilet à châle, également en drap noir, mais doublé d'un gilet blanc sous lequel brillait en 3e ligne le bord d'un tricot rouge, vous remettait en mémoire les 5 gilets de Garat. Une énorme cravate en mousseline blanche, dont le nœud prétentieux avait été cherché par Rimbaud pour charmer les femmes charmantes de 1809, dépassait si bien le menton que la figure semblait s'y plonger comme dans un abîme. Un cordon de soie tressée, jouant les cheveux, traversait la chemise et protégeait la montre contre un vol improbable. L'habit verdâtre, d'une propreté remarquable, comptait quelque 3 ans de plus que le pantalon. Mais le collet en velours noir et les boutons en métal blanc récemment renouvelés trahissaient les soins domestiques poussés jusqu'à la minutie. Cette manière de retenir le chapeau par l'occiput, le triple gilet, l'immense cravate où plongeait le menton, les guêtres, les boutons de métal sur l'habit verdâtre, tous ces vestiges des modes impériales s'harmoniaient aux parfums arriérés de la coquetterie des incroyables, à je ne sais quoi de menu dans les plis, de correct et de sec dans l'ensemble, qui sentait l'école de David, qui rappelait les meubles grêles de Jacob. On reconnaissait d'ailleurs à la première vue un homme bien élevé en proie à quelques vices secrets, ou l'un de ces petits rentiers dont toutes les dépenses sont si nettement déterminées par la médiocrité du revenu, qu'une vitre cassée, un habit déchiré, ou la peste philanthropique d'une quête, suppriment leur menu plaisir pendant un mois. Si vous eussiez été là, vous vous seriez demandé pourquoi le sourire animait cette figure grotesque, dont l'expression habituelle devait être triste et froide, comme celle de tous ceux qui luttent obscurément pour obtenir les triviales nécessités de l'existence. Mais, en remarquant la précaution maternelle avec laquelle ce vieillard singulier tenait de sa main droite un objet évidemment précieux, sous les 2 basques gauches de son double habit, pour le garantir des chocs imprévus. En lui voyant surtout l'air affairé que prennent les oisifs chargés d'une commission, vous l'auriez soupçonné d'avoir retrouvé quelque chose d'équivalent au bichon d'une marquise et de l'apporter triomphalement, avec la galanterie empressée d'un homme en pire, à la charmante femme de 60 ans qui n'a pas encore su renoncer à la visite journalière de son attentif. Paris est la seule ville du monde où vous rencontriez de pareils spectacles qui font de ces boulevards un drame continu joué gratis par les Français au profit de l'art. Chapitre 3.
La fin d'un Grand Prix de Rome. D'après le galbe de cet homme osseux, et malgré son hardi Spencer, vous l'eussiez difficilement classé parmi les artistes parisiens, nature de convention dont le privilège, assez semblable à celui du gamin de Paris, est de réveiller dans les imaginations bourgeoises les jovialités les plus mirobolantes, puisqu'on a remis à l'honneur ce vieux mot drôlatique. Ce passant était pourtant un grand prix. L'auteur de la première cantate couronnée à l'Institut lors du rétablissement de l'Académie de Rome. Enfin, Monsieur Sylvain Pons. L'auteur de célèbres romances roucoulées par nos mères, de 2 ou 3 opéras joués en 1815 et 1816, puis de quelques partitions inédites. Ce digne homme finissait chef d'orchestre à un théâtre des boulevards. Il était, grâce à sa figure, professeur dans quelques pensionnats de demoiselles et n'avait pas d'autre revenu que ses appointements et ses cachets. Courir le cachet à cet âge. Combien de mystères dans cette situation peu romanesque. Ce dernier, Porte Spencer, portait donc sur lui plus que les symboles de l'Empire. Il portait encore un grand enseignement écrit sur ses 3 gilets. Il montrait gratis une des nombreuses victimes du fatal et funeste système nommé concours, qui règne encore en France après 100 ans de pratique, sans résultat. Cette presse des intelligences fut inventée par Poisson de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, nommé vers 1746 directeur des Beaux-Arts. Or, tâchez de compter sur vos doigts les gens de génie fournis depuis un siècle par les lauréats. D'abord, jamais aucun effort administratif ou scolaire ne remplacera les miracles du hasard auxquels on doit les grands hommes. C'est entre tous les mystères de la génération le plus inaccessible à notre ambitieuse analyse moderne. Puis, que penseriez-vous des Égyptiens qui, dit-on, inventèrent des fours pour faire éclore des poulets, s'ils n'eussent point immédiatement donné la béquée à ces mêmes poulets? Ainsi se comporte cependant la France qui tâche de produire des artistes par la serre chaude du concours. Et, une fois le statuaire, le peintre, le graveur, le musicien obtenus par ce procédé mécanique, elle ne s'en inquiète pas plus que le dandy ne se soucie le soir des fleurs qu'il a mises à sa boutonnière. Il se trouve que l'homme de talent est Greuze ou Watteau, Félicien David ou Pagnesi, Géricault ou Decamps, Aubert ou David d'Angers, Eugène Delacroix ou Meissonnier. Jean, peu soucieux des grands prix, est poussé en pleine terre sous les rayons de ce soleil invisible nommé la vocation. Envoyé par l'État à Rome pour devenir un grand musicien, Sylvain Pons en avait rapporté le goût des antiquités et des belles choses d'art. Il se connaissait admirablement en tous ses travaux, chefs-d'œuvre de la main et de la pensée, compris depuis peu dans ce mot populaire, le bric-à-brac. Cet enfant d'Euterpe revint donc à Paris vers 1810, collectionneur féroce, chargé de tableaux, de statuettes, de cadres, de sculptures en ivoire, en bois, d'émaux, de porcelaine, etc., qui, pendant son séjour académique à Rome, avait absorbé la plus grande partie de l'héritage paternel, autant par les frais de transport que par les prix d'acquisition. Il avait employé de la même manière la succession de sa mère durant le voyage qu'il fit en Italie après ses 3 ans officiels passés à Rome. Il voulut visiter à loisir Venise, Milan, Florence, Bologne, Naples, séjournant dans chaque ville en rêveur, en philosophe, avec l'insouciance de l'artiste qui, pour vivre, compte sur son talent, comme les filles de joie comptent sur leur beauté. Pons fut heureux pendant ce splendide voyage, autant que pouvait l'être un homme plein d'âme et de délicatesse, à qui sa laideur interdisait des succès auprès des femmes, selon la phrase consacrée en 1809, et qui trouvait les choses de la vie toujours au-dessous du type idéal qu'il s'en était créé. Mais il avait pris son parti sur cette discordance entre le son de son âme et les réalités. Ce sentiment du beau, conservé pur et vif dans son cœur, fut sans doute le principe des mélodies ingénieuses, fines, pleines de grâce,
qui lui valurent une réputation de 1810 à 1814. Toute réputation qui se fonde en France sur la vogue, sur la mode, sur les folies éphémères de Paris, produit des ponces. Il n'est pas de pays où l'on soit si sévère pour les grandes choses et si dédaigneusement indulgent pour les petites. Bientôt noyé dans les flots d'harmonie allemande et dans la production rossinienne, si Pons fut encore en 1824 un musicien agréable et connu par quelques dernières romances, jugez de ce qu'il pouvait être en 1831. Aussi, en 1844, l'année où commença le seul drame de cette vie obscure, Sylvain Pons avait-il atteint à la valeur d'une croche antédiluvienne. Les marchands de musique ignoraient complètement son existence, quoiqu'il fît à des prix médiocres la musique de quelques pièces à son théâtre et au théâtre voisin. Ce bonhomme rendait d'ailleurs justice au fameux maître de notre époque. Une belle exécution de quelques morceaux d'élite le faisait pleurer. Mais sa religion n'arrivait pas à ce point où elle frise la manie, comme chez les Chrysler d'Hoffmann. Il n'en laissait rien paraître. Il jouissait en lui-même à la façon des Hachichin ou des Teriakis. Le génie de l'admiration, de la compréhension, la seule faculté par laquelle un homme ordinaire devient le frère d'un grand poète, est si rare à Paris, où toutes les idées ressemblent à des voyageurs passant dans une hôtellerie, que l'on doit accorder à Pons une respectueuse estime. Le fait de l'insuccès du bonhomme peut sembler exorbitant, mais il avouait naïvement sa faiblesse relativement à l'harmonie. Il avait négligé l'étude du contrepoint. Et l'orchestration moderne, grandie outre mesure, lui parut inabordable au moment où, par de nouvelles études, il aurait pu se maintenir parmi les compositeurs modernes, devenir non pas Rossini, mais Hérold. Enfin, il trouva dans les plaisirs du collectionneur de si vives compensations à la faillite de la gloire que s'il lui eût fallu choisir entre la possession de ses curiosités et le nom de Rossini, le croit-on, Pons aurait opté pour son cher cabinet. Le vieux musicien pratiquait l'axiome de Chenavard, le savant collectionneur de gravures précieuses, qui prétend qu'on ne peut avoir de plaisir à regarder un Ruisdael, un Obama, un Holbein, un Raphaël, un Murillo, un Greuze, un Sébastien del Piombo, un Giorgione, un Albert Dürer, d'autant que le tableau n'a coûté que 50 francs. Pons n'admettait pas d'acquisition au-dessus de 100 francs. Et pour qu'il payât un objet 50 francs, cet objet devait en valoir 3000. La plus belle chose du monde, qui coûtait 300 francs, n'existait plus pour lui. Rares avaient été les occasions, mais il possédait les 3 éléments du succès: les jambes du cerf, le temps des flâneurs et la patience de l'Israélite. Ce système, pratiqué pendant 40 ans, à Rome comme à Paris, avait porté ses fruits. Après avoir dépensé depuis son retour de Rome environ 2000 francs par an, Pons cachait à tous les regards une collection de chefs-d'œuvre en tout genre, dont le catalogue atteignait au fabuleux numéro 1907. De 1811 à 1816, pendant ses courses à travers Paris, il avait trouvé pour 10 francs ce qui se paie aujourd'hui 1000 à 1200 francs. C'étaient des tableaux triés dans les 45 000 tableaux qui s'exposent par an dans les ventes parisiennes, des porcelaines de Sèvres, pâtes tendres, achetées chez les Auvergnats, ces satellites de la bande noire, qui ramenaient sur des charrettes les merveilles de la France Pompadour. Enfin, il avait ramassé les débris du XVIIe et du XVIIIe siècle, en rendant justice aux gens d'esprit et de génie de l'école française, ces grands inconnus, les Lepôtre, les Lavallée-Poussin, etc., qui ont créé le genre Louis XV, le genre Louis XVI, et dont les œuvres défraient aujourd'hui les prétendues inventions de nos artistes, incessamment courbés sur les trésors du cabinet des estampes pour faire du nouveau en faisant d'adroits pastiches. Pons devait beaucoup de morceaux à ces échanges, bonheur ineffable des collectionneurs. Le plaisir d'acheter des curiosités n'est que le second. Le premier, c'est de les brocanter. Le premier, Pons avait collectionné les tabatières et les miniatures. Sans célébrité, dans la bric-à-bracologie, car
il ne hantait pas les ventes, il ne se montrait pas chez les illustres marchands. Pons ignorait la valeur vénale de son trésor. Feu du Sommerard avait bien essayé de se lier avec le musicien. Mais le prince du bric-à-brac mourut sans avoir pu pénétrer dans le musée Pons, le seul qui pût être comparé à la célèbre collection Sauvageot. Entre Pons et Monsieur Sauvageot, il se rencontrait quelques ressemblances. Monsieur Sauvageot, musicien comme Pons, sans grande fortune aussi, a procédé de la même manière, par les mêmes moyens, avec le même amour de l'art, avec la même haine contre ces illustres riches qui se font des cabinets pour faire une habile concurrence aux marchands. De même que son rival, son émule, son antagoniste pour toutes ses œuvres de la main, pour ses prodiges du travail, Pons se sentait au cœur une avarice insatiable, l'amour de l'amant pour une belle maîtresse, et la revente, dans les salles de la rue des Jeuneurs, au coup de marteau des commissaires-priseurs, lui semblait un crime de lèse bric-à-brac. Il possédait son musée pour en jouir à toute heure, car les âmes créées pour admirer les grandes œuvres ont la faculté sublime des vrais amants. Ils éprouvent autant de plaisir aujourd'hui qu'hier, ils ne se lassent jamais, et les chefs-d'œuvre sont heureusement toujours jeunes. Aussi, l'objet tenu si paternellement devait-il être une de ces trouvailles que l'on emporte avec quel amour? Amateur, vous le savez. Au premier contour de cette esquisse biographique, tout le monde va s'écrier « Voilà, malgré sa laideur, l'homme le plus heureux de la terre !» En effet, aucun ennui, aucun spleen ne résiste au moxa qu'on se pose à l'âme en se donnant une manie. Vous tous qui ne pouvez plus boire à ce que dans tous les temps on a nommé la coupe du plaisir, prenez à tâche de collectionner quoi que ce soit. On a collectionné des affiches. Et vous retrouverez le lingot du bonheur en petite monnaie. Une manie, c'est le plaisir passé à l'état d'idée. Néanmoins, n'enviez pas le bonhomme Pons. Ce sentiment reposerait, comme tous les mouvements de ce genre, sur une erreur. Cet homme plein de délicatesse, dont l'âme vivait par une admiration infatigable pour la magnificence du travail humain, cette belle lutte avec les travaux de la nature, était l'esclave de celui des 7 péchés capitaux que Dieu doit punir le moins sévèrement. Pons était gourmand. Son peu de fortune et sa passion pour le bric-à-brac lui commandaient un régime diététique tellement en horreur avec sa gueule fine que le célibataire avait tout d'abord tranché la question en allant dîner tous les jours en ville. Or, sous l'Empire, on n'eut bien plus que de nos jours un culte pour les gens célèbres, peut-être à cause de leur petit nombre et de leur peu de prétentions politiques. On devenait poète, écrivain, musicien à si peu de frais. Pons, regardé comme le rival probable des Niccolo, des Paër et des Berton, reçut alors tant d'invitations qu'il fut obligé de les écrire sur un agenda, comme les avocats écrivent leurs causes. Se comportant d'ailleurs en artiste, il offrait des exemplaires de ses romances à tous ses amphitryon. Il touchait le forté chez eux. Il leur apportait des loges à Feydeau, théâtre pour lequel il travaillait. Il y organisait des concerts. Il jouait même quelquefois du violon chez ses parents en improvisant un petit bal. Chapitre 4 où l'on voit qu'un bienfait est quelquefois perdu. Les plus beaux hommes de la France échangeaient en ce temps-là des coups de sabre avec les plus beaux hommes de la coalition. La laideur de Pons s'appela donc originalité, d'après la grande loi promulguée par Molière dans le fameux couplet d'Éliante. Quand il avait rendu quelques services à quelques belles dames, il s'entendit appeler quelquefois un homme charmant, mais son bonheur n'alla jamais plus loin que cette parole. Pendant cette période, qui dura 6 ans environ, de 1810 à 1816, Pons contracta la funeste habitude de bien dîner, de voir les personnes qu'il invitait se mettant en frais, se procurant des primeurs, débouchant leurs meilleurs vins, soignant le dessert, le café, les liqueurs,
et le traitant de leur mieux, comme on traitait sous l'Empire, où beaucoup de maisons imitaient les splendeurs des rois, des reines, des princes dont regorgeait Paris. On jouait beaucoup alors à la royauté, comme on joue aujourd'hui à la Chambre, en créant une foule de sociétés à présidents, vice-présidents et secrétaires. Sociétés lignères, vinicoles, séricicoles, agricoles, de l'industrie, etc. On est arrivé jusqu'à chercher des plaies sociales pour constituer les guérisseurs en société. Un estomac dont l'éducation se fait ainsi réagit nécessairement sur le moral et le corrompt en raison de la haute sapience culinaire qu'il acquiert. La volupté, tapie dans tous les plis du cœur, y parle en souveraine. Elle bat en brèche la volonté, l'honneur, elle veut à tout prix sa satisfaction. On n'a jamais peint les exigences de la gueule. Elles échappent à la critique littéraire par la nécessité de vivre. Mais on ne se figure pas le nombre des gens que la table a ruinés. La table est, à Paris, sous ce rapport, l'émule de la courtisane. C'est d'ailleurs la recette dont celle-ci est la dépense. Lorsque d'invité perpétuel Pons arriva, par sa décadence comme artiste, à l'état de pique-assiette, il lui fut impossible de passer de ces tables si bien servies au brouet lacédémonien d'un restaurant à 40 sous. Hélas, il lui prit des frissons en pensant que son indépendance tenait à de si grands sacrifices, et il se sentit capable des plus grandes lâchetés pour continuer à bien vivre, à savourer toutes les primeurs à leur date, enfin à gobichonner, mot populaire mais expressif, de bons petits plats soignés. Oiseau picoreur s'enfuyant le gosier plein, et gazouillant un air pour tout remerciement, Pons éprouvait d'ailleurs un certain plaisir à bien vivre aux dépens de la société qui lui demandait quoi? De la monnaie de singe. Habitué, comme tous les célibataires qui ont le chez-soi en horreur et qui vivent chez les autres, à ces formules, à ces grimaces sociales par lesquelles on remplace les sentiments dans le monde, il se servait des compliments comme de menue monnaie. Et à l'égard des personnes, il se contentait des étiquettes sans plonger une main curieuse dans les sacs. Cette phase assez supportable dura 10 autres années. Mais quelles années! Ce fut un automne pluvieux. Pendant tout ce temps, Pons se maintint gratuitement à table en se rendant nécessaire dans toutes les maisons où il allait. Il entra dans une voie fatale en s'acquittant d'une multitude de commissions, en remplaçant les portiers et les domestiques dans maintes et maintes occasions. Préposé de bien des achats, il devint l'espion honnête et innocent, détaché d'une famille dans une autre. Mais on ne lui sut aucun gré de tant de courses et de tant de lâcheté. « Pons est un garçon, disait-on. Il ne sait que faire de son temps. Il est trop heureux de trotter pour nous. Que deviendrait-il » Bientôt se déclara la froideur que le vieillard répand autour de lui. Cette bise se communique. Elle produit son effet dans la température morale, surtout lorsque le vieillard est laid et pauvre. N'est-ce pas être 3 fois vieillard? Ce fut l'hiver de sa vie, l'hiver au nez rouge, aux joues hâves, avec toutes sortes d'onglets. De 1836 à 1843, Pons se vit inviter rarement. Loin de rechercher le parasite, chaque famille l'acceptait comme on accepte un impôt. On ne lui tenait plus compte de rien, pas même de ses services réels. Les familles où le bonhomme accomplissait ses évolutions, toutes sans respect pour les arts, en adoration devant les résultats, ne prisaient que ce qu'elles avaient conquis depuis 1830, des fortunes ou des positions sociales éminentes. Or Pons, n'ayant pas assez de hauteur dans l'esprit ni dans les manières pour imprimer la crainte que l'esprit ou le génie cause aux bourgeois, avait naturellement fini par devenir moins que rien, sans être néanmoins tout à fait méprisé. Quoiqu'il éprouvât dans ce monde de vives souffrances, comme tous les gens timides, il les taisait. Puis, il s'était habitué par degrés à comprimer ses sentiments, à se faire de son cœur un sanctuaire où il se retirait. Ce phénomène, beaucoup de gens superficiels le traduisent par le mot égoïsme.
La ressemblance est assez grande entre le solitaire et l'égoïste, pour que les médisants paraissent avoir raison contre l'homme de cœur. Surtout à Paris, où personne dans le monde n'observe, où tout est rapide comme le flot, où tout passe comme un ministère. Le cousin Pons succomba donc sous un acte d'accusation d'égoïsme porté en arrière contre lui, car le monde finit toujours par condamner ceux qui l'accusent. Sait-on combien une défaveur imméritée accable les gens timides? Qui peindra jamais les malheurs de la timidité? Cette situation, qui s'aggravait de jour en jour davantage, explique la tristesse empreinte sur le visage de ce pauvre musicien qui vivait de capitulations infâmes. Mais les lâchetés que toute passion exige sont autant de liens. Plus la passion en demande, plus elle vous attache. Elle fait de tous les sacrifices comme un idéal trésor négatif où l'homme voit d'immenses richesses. Après avoir reçu le regard insolemment protecteur d'un bourgeois roide de bêtises, Pons dégustait comme une vengeance le verre de vin de Porto, la caille au gratin qu'il avait commencé de savourer, se disant à lui-même « Ce n'est pas trop payé ». Aux yeux du moraliste, il se rencontrait cependant en cette vie des circonstances atténuantes. En effet, l'homme n'existe que par une satisfaction quelconque. Un homme sans passion, le juste parfait, est un monstre, un demi-ange qui n'a pas encore ses ailes. Les anges n'ont que des têtes dans la mythologie catholique. Sur terre, le juste, c'est l'ennuyeux grandisson, pour qui la Vénus des carrefours elle-même se trouverait sans sexe. Or, excepté les rares et vulgaires aventures de son voyage en Italie, où le climat fut sans doute la raison de ses succès, Pons n'avait jamais vu de femme lui sourire. Beaucoup d'hommes ont cette fatale destinée. Pons était monstre né. Son père et sa mère l'avaient obtenu dans leur vieillesse, et il portait les stigmates de cette naissance hors de saison sur son teint cadavéreux, qui semblait avoir été contracté dans le bocal d'esprit de vin où la science conserve certains fœtus extraordinaires. Cet artiste, doué d'une âme tendre, rêveuse, délicate, forcé d'accepter le caractère que lui imposait sa figure, désespéra d'être jamais aimé. Le célibat fut donc chez lui moins un goût qu'une nécessité. La gourmandise, le péché des moines vertueux, lui tendit les bras. Il s'y précipita comme il s'était précipité dans l'adoration des œuvres d'art et dans son culte pour la musique. La bonne chère et le bric-à-brac furent pour lui la monnaie d'une femme. Car la musique était son état. Et trouver un homme qui aime l'état dont il vit. À la longue, il en est d'une profession comme du mariage. On n'en sent plus que les inconvénients. Brillat Savarin a justifié par parti pris les goûts des gastronomes. Mais peut-être n'a-t-il pas assez insisté sur le plaisir réel que l'homme trouve à table. La digestion, en employant les forces humaines, constitue un combat intérieur qui, chez les gastrolâtres, équivaut aux plus hautes jouissances de l'amour. On sent un si vaste déploiement de la capacité vitale que le cerveau s'annule au profit du second cerveau, placé dans le diaphragme, et l'ivresse arrive par l'inertie même de toutes les facultés. Les boas gorgés d'un taureau sont si bien ivres qu'ils se laissent tuer. Passé 40 ans, quel homme ose travailler après son dîner? Aussi, tous les grands hommes ont-ils été sobres? Les malades en convalescence d'une maladie grave, à qui l'on mesure si chichement une nourriture choisie, ont pu souvent observer l'espèce de griserie gastrique causée par une seule aile de poulet. Le sage Pons, dont toutes les jouissances étaient concentrées dans le jeu de son estomac, se trouvait toujours dans la situation de ses convalescents. Il demandait à la bonne chère toutes les sensations qu'elle peut donner, et il les avait jusqu'alors obtenues tous les jours. Personne n'ose dire adieu à une habitude. Beaucoup de suicides se sont arrêtés sur le seuil de la mort par le souvenir du café où ils vont jouer tous les soirs leur partie de domino. Chapitre 5. Les deux casse-noisettes.
En 1835, le hasard vengea Pons de l'indifférence du beau sexe. Il lui donna ce qu'on appelle en style familier un bâton de vieillesse. Ce vieillard de naissance trouva dans l'amitié un soutien pour sa vie. Il contracta le seul mariage que la société lui permit de faire. Il épousa un homme, un vieillard, un musicien comme lui. Sans la divine fable de La Fontaine, cette esquisse aurait eu pour titre Les deux amis. Mais n'eût-ce pas été comme un attentat littéraire, une profanation devant laquelle tout véritable écrivain reculera? Le chef-d'œuvre de notre fabuliste, à la fois la confidence de son âme et l'histoire de ses rêves, doit avoir le privilège éternel de ce titre. Cette page, au fronton de laquelle le poète a gravé ces trois mots, « Les deux amis », est une de ses propriétés sacrées, un temple où chaque génération entrera respectueusement et que l'univers visitera tant que durera la typographie. L'ami de Pons était un professeur de piano, dont la vie et les mœurs sympathisaient si bien avec les siennes, qu'il disait l'avoir connu trop tard pour son bonheur. Car leur connaissance, ébauchée à une distribution de prix dans un pensionnat, ne datait que de 1834. Jamais peut-être deux âmes ne se trouvèrent si pareilles dans l'océan humain qui prit sa source au paradis terrestre contre la volonté de Dieu. Ces deux musiciens devinrent en peu de temps, l'un pour l'autre, une nécessité. Réciproquement confidents l'un de l'autre, ils furent en 8 jours comme deux frères. Enfin Schmuck ne croyait pas plus qu'il pût exister un Pons que Pons ne se doutait qu'il existât un Schmuck. Déjà, ceci suffirait à peindre ces deux braves gens, mais toutes les intelligences ne goûtent pas les brièvetés de la synthèse. Une légère démonstration est nécessaire pour les incrédules. Ce pianiste, comme tous les pianistes, était un Allemand. Allemand comme le grand Liszt et le grand Mendelssohn. Allemand comme Steibelt. Allemand comme Mozart et Dussek. Allemand comme Meyer. Allemand comme Doller. Allemand comme Thalberg. Comme Dreschok. Comme Hiller. Comme Leopold Mayer. Comme Kramer. Comme Zimmermann et Kalkbrenner. Comme Hertz, Wöetz, Carr, Wolf, Pixis, Klaravik. Et particulièrement tous les Allemands. Quoique grand compositeur, Schmuck ne pouvait être que démonstrateur tant son caractère se refusait à l'audace nécessaire à l'homme de génie pour se manifester en musique. La naïveté de beaucoup d'Allemands n'est pas continue. Elle a cessé. Celle qui leur est restée à un certain âge est prise comme on prend l'eau d'un canal, à la source de leur jeunesse. Et ils s'en servent pour fertiliser leur succès en toutes choses, science, art ou argent, en écartant d'eux la défiance. En France, quelques gens fins remplacent cette naïveté d'Allemagne par la bêtise de l'épicier parisien. Mais Schmuck avait gardé toute sa naïveté d'enfant, comme Pons gardait sur lui les reliques de l'Empire, sans s'en douter. Ce véritable et noble Allemand était à la fois le spectacle et les spectateurs. Il se faisait de la musique à lui-même. Il habitait Paris comme un rossignol habite sa forêt. Et il y chantait seul de son espèce depuis 20 ans, jusqu'au moment où il rencontra dans Pons un autre lui-même. Pons et Schmuck avaient en abondance, l'un comme l'autre dans le cœur et dans le caractère, ces enfantillages de sentimentalité qui distinguent les Allemands, comme la passion des fleurs, comme l'adoration des effets naturels qui les portent à planter de grosses bouteilles dans leur jardin pour voir en petit le paysage qu'ils ont en grand sous les yeux. Comme cette prédisposition aux recherches qui fait faire à un savant germanique 100 lieues dans ses guêtres pour trouver une vérité qui le regarde en riant, assise à la marge du puits sous le jasmin de la cour. Comme enfin ce besoin de prêter une signifiance psychique au rien de la création, qui produit les œuvres inexplicables de Jean-Paul Richter, les griseries imprimées d'Hoffmann et les garde-fous in folio que l'Allemagne met autour des questions les plus simples, creusées en manière d'abîme, au fond desquelles il ne se trouve qu'un Allemand. Catholiques tous deux, allant à la messe ensemble, ils accomplissaient leurs devoirs religieux comme des enfants n'ayant jamais rien à dire à leur confesseur.
Il croyait fermement que la musique, la langue du ciel, était aux idées et aux sentiments ce que les idées et les sentiments sont à la parole. Et ils conversaient à l'infini sur ce système, en se répondant l'un à l'autre par des orgies de musique, pour se démontrer à eux-mêmes leurs propres convictions à la manière des amants. Schmuck était aussi distrait que Pons était attentif. Si Pons était collectionneur, Schmuck était rêveur. Celui-ci étudiait les belles choses morales, comme l'autre sauvait les belles choses matérielles. Pons voyait et achetait une tasse de porcelaine pendant le temps que Schmuck mettait à se moucher, en pensant à quelques motifs de Rossini, de Bellini, de Beethoven, de Mozart, et cherchant dans le monde des sentiments où pouvait se trouver l'origine ou la réplique de cette phrase musicale. Schmuck, dont les économies étaient administrées par la distraction, Pons, prodigue par passion, arrivait l'un et l'autre au même résultat. 0 dans la bourse à la Saint-Sylvestre de chaque année. Sans cette amitié, Pons eût succombé peut-être à ses chagrins. Mais dès qu'il eut un cœur où décharger le sien, la vie devint supportable pour lui. La première fois qu'il exhala ses peines dans le cœur de Schmuck, le bon Allemand lui conseilla de vivre comme lui, de pain et de fromage, chez lui, plutôt que d'aller manger des dîners qu'on lui faisait payer si cher. Hélas, Pons n'osa pas avouer à Schmuck que chez lui, le cœur et l'estomac étaient ennemis, que l'estomac s'accommodait de ce qui faisait souffrir le cœur, et qu'il lui fallait à tout prix un bon dîner à déguster, comme à un homme galant une maîtresse à lutiner. Avec le temps, Schmuck finit par comprendre Pons, car il était trop allemand pour avoir la rapidité d'observation dont jouissent les Français. Et il n'en aima que mieux le pauvre Pons. Rien ne fortifie l'amitié comme lorsque de deux amis l'un se croit supérieur à l'autre. Un ange n'aurait eu rien à dire en voyant Schmuck quand il se frotta les mains au moment où il découvrit dans son ami l'intensité qu'avait prise la gourmandise. En effet, le lendemain, le bon Allemand orna le déjeuner de friandises qu'il alla chercher lui-même, et il eut soin d'en avoir tous les jours de nouvelles pour son ami. Car depuis leur réunion, ils déjeunaient tous les jours ensemble au logis. Il ne faudrait pas connaître Paris pour imaginer que les deux amis eussent échappé à la raillerie parisienne, qui n'a jamais rien respecté. Schmuck et Pons, en mariant leurs richesses et leurs misères, avaient eu l'idée économique de loger ensemble, et ils supportaient également le loyer d'un appartement fort inégalement partagé, situé dans une tranquille maison de la tranquille rue de Normandie au Marais. Comme ils sortaient souvent ensemble, qu'ils faisaient souvent les mêmes boulevards côte à côte, les flâneurs du quartier les avaient surnommés les deux casse-noisettes. Ce sobriquet dispense de donner ici le portrait de Schmuck, qui était à Pons ce que la nourrice de Niobé, la fameuse statue du Vatican, est à la Vénus de la Tribune. Madame Cibot, la portière de cette maison, était le pivot sur lequel roulait le ménage des deux casse-noisettes. Mais elle joue un si grand rôle dans le drame qui dénoua cette double existence qu'il convient de réserver son portrait au moment de son entrée dans cette scène. Ce qui reste à dire sur le moral de ces deux êtres en est précisément le plus difficile à faire comprendre aux 99 centièmes des lecteurs dans la 47e année du 19e siècle, probablement à cause du prodigieux développement financier produit par l'établissement des chemins de fer. C'est peu de choses et c'est beaucoup. En effet, il s'agit de donner une idée de la délicatesse excessive de ces deux cœurs. Empruntons une image aux railways, ne fût-ce que par façon de remboursement des emprunts qu'ils nous font. Aujourd'hui, les convois, en brûlant leurs rails, y broient d'imperceptibles grains de sable. Introduisez ce grain de sable invisible pour les voyageurs dans leurs reins, ils ressentiront les douleurs de la plus affreuse maladie, la gravelle. On en meurt. Eh bien, ce qui, pour notre société lancée dans sa voie métallique avec une vitesse de locomotive, est le grain de sable invisible dont elle ne prend nul souci, ce grain, incessamment jeté dans les fibres de ces deux êtres et à tout propos, leur causait comme une gravelle au cœur. D'une excessive tendresse aux douleurs d'autrui, chacun d'eux pleurait de son impuissance.
et pour leurs propres sensations, ils étaient d'une finesse de sensitive qui arrivait à la maladie. La vieillesse, les spectacles continuels du drame parisien, rien n'avait endurci ces deux âmes fraîches, enfantines et pures. Plus ces deux êtres allaient, plus vives étaient leurs souffrances intimes. Hélas, il en est ainsi chez les natures chastes, chez les penseurs tranquilles et chez les vrais poètes qui ne sont tombés dans aucun excès. Depuis la réunion de ces deux vieillards, leurs occupations, à peu près semblables, avaient pris cette allure fraternelle qui distingue à Paris les chevaux de fiacre. Levés vers les 7 heures du matin, en été comme en hiver, après leur déjeuner, ils allaient donner leurs leçons dans les pensionnats où ils se suppléaient au besoin. Vers midi, Pons se rendait à son théâtre quand une répétition l'y appelait, et il donnait à la flânerie tous ses instants de liberté. Puis les deux amis se retrouvaient le soir au théâtre où Pons avait placé Schmuck. Voici comment. Chapitre 6. Un homme exploité comme on en voit tant. Au moment où Pons rencontra Schmuck, il venait d'obtenir, sans l'avoir demandé, le bâton de maréchal des compositeurs inconnus, un bâton de chef d'orchestre. Grâce au comte Popinot, alors ministre, cette place fut stipulée pour le pauvre musicien au moment où ce héros bourgeois de la Révolution de Juillet fit donner un privilège de théâtre à l'un de ses amis dont rougit un parvenu, quand, roulant en voiture, il aperçoit dans Paris un ancien camarade de jeunesse, triste à pattes, sans sous-pieds, vêtu d'une redingote à teintes invraisemblables et le nez à des affaires trop élevées pour des capitaux fuyards. Ancien commis-voyageur, cet ami, nommé Gaudissart, avait été jadis fort utile au succès de la grande maison Popinot. Popinot, devenu comte, devenu pair de France, après avoir été 2 fois ministre, ne renia point l'illustre Gaudissart. Bien plus, il voulut mettre le voyageur en position de renouveler sa garde-robe et de remplir sa bourse. Car la politique, les vanités de la cour citoyenne, n'avaient point gâté le cœur de cet ancien droguiste. Gaudissart, toujours fou des femmes, demanda le privilège d'un théâtre alors en faillite, et le ministre, en le lui donnant, eut soin de lui envoyer quelques vieux amateurs du beau sexe, assez riches pour créer une puissante commandite amoureuse de ce que cachent les maillots. Pons, parasite de l'hôtel Popinot, fut un appoint du privilège. La compagnie Gaudissart, qui fit d'ailleurs fortune, eut en 1834 l'intention de réaliser au boulevard cette grande idée, un opéra pour le peuple. La musique des ballets et des pièces féeries exigeait un chef d'orchestre passable et quelque peu compositeur. L'administration à laquelle succédait la compagnie Gaudissart était depuis trop longtemps en faillite pour posséder un copiste. Pons introduisit donc Schmuck au théâtre en qualité d'entrepreneur des copies, métier obscur qui veut de sérieuses connaissances musicales. Schmuck, par le conseil de Pons, s'entendit avec le chef de ce service à l'Opéra-Comique et n'en eut point les soins mécaniques. L'association de Schmuck et de Pons produisit un résultat merveilleux. Schmuck, très fort comme tous les Allemands sur l'harmonie, soigna l'instrumentation dans les partitions dont le chant fut fait par Pons. Quand les connaisseurs admirèrent quelques fraîches compositions qui servirent d'accompagnement à 2 ou 3 grandes pièces à succès, ils les expliquèrent par le mot progrès, sans en chercher les auteurs. Pons et Schmuck s'éclipsèrent dans la gloire, comme certaines personnes se noient dans leur baignoire. À Paris, surtout depuis 1830, personne n'arrive sans pousser quibuscumque vis est très fort une masse effrayante de concurrents. Il faut alors beaucoup trop de force dans les reins, et les deux amis avaient cette gravelle au cœur qui gêne tous les mouvements ambitieux. Ordinairement, Pons se rendait à l'orchestre de son théâtre vers 8 heures, heure à laquelle se donnent les pièces en faveur et dont les ouvertures et les accompagnements exigeaient la tyrannie du bâton. Cette tolérance existe dans la plupart des petits théâtres. Mais Pons était à cet égard d'autant plus à l'aise qu'il mettait dans ses rapports avec l'administration un grand désintéressement.
Schmuck suppléait d'ailleurs Pons au besoin. Avec le temps, la position de Schmuck à l'orchestre s'était consolidée. L'illustre Gaudissart avait reconnu, sans en rien dire, et la valeur et l'utilité du collaborateur de Pons. On avait été obligé d'introduire à l'orchestre un piano, comme au Grand Théâtre. Le piano, touché gratis par Schmuck, fut établi auprès du pupitre du chef d'orchestre où se plaçait le surnuméraire volontaire. Quand on connut ce bon Allemand sans ambition ni prétention, il fut accepté par tous les musiciens. L'administration, pour un modique traitement, chargea Schmuck des instruments qui ne sont pas représentés dans l'orchestre des théâtres du boulevard et qui sont souvent nécessaires comme le piano, la viole d'amour, le cor anglais, le violoncelle, la harpe, les castagnettes de la cachucha, les sonnettes et les inventions de sax, etc. Les Allemands, s'ils ne savent pas jouer des grands instruments de la liberté, savent jouer naturellement de tous les instruments de musique. Les deux vieux artistes, excessivement aimés au théâtre, y vivaient en philosophes. Ils s'étaient mis sur les yeux une taie pour ne jamais voir les maux inhérents à une troupe quand il s'y trouve un corps de ballet mêlé à des acteurs et des actrices, l'une des plus affreuses combinaisons que les nécessités de la recette aient créées pour le tourment des directeurs, des auteurs et des musiciens. Un grand respect des autres et de lui-même avait valu l'estime générale au bon et modeste Pons. D'ailleurs, dans toute sphère, une vie limpide, une honnêteté sans tache commandent une sorte d'admiration aux cœurs les plus mauvais. À Paris, une belle vertu a le succès d'un gros diamant, d'une curiosité rare. Pas un acteur, pas un auteur, pas une danseuse, quelque effrontée qu'elle pût être, ne se serait permis la moindre mystification ou quelque mauvaise plaisanterie contre Pons ou contre son ami. Pons se montrait quelquefois au foyer, mais Schmuck ne connaissait que le chemin souterrain qui menait de l'extérieur du théâtre à l'orchestre. Dans les entr'actes, quand il assistait à une représentation, le bon vieux Allemand se hasardait à regarder la salle et questionnait parfois la première flûte, un jeune homme né à Strasbourg d'une famille allemande de Kiel, sur les personnages excentriques dont sont presque toujours garnis les avant-scènes. Peu à peu, l'imagination enfantine de Schmuck, dont l'éducation sociale fut entreprise par cette flûte, admit l'existence fabuleuse de la lorette, la possibilité des mariages au XIIIe arrondissement, les prodigalités d'un premier sujet et le commerce interlope des ouvreuses. Les innocences du vice parurent à ce digne homme le dernier mot des dépravations babyloniennes, et il y souriait comme à des arabesques chinoises. Les gens habiles doivent comprendre que Pons et Schmuck étaient exploités, pour se servir d'un mot à la mode. Mais ce qu'ils perdirent en argent, ils le gagnèrent en considération, en bons procédés. Après le succès d'un ballet qui commença à la rapide fortune de la compagnie Gaudissart, les directeurs envoyèrent à Pons un groupe en argent attribué à Benvenuto Cellini, dont le prix effrayant avait été l'objet d'une conversation au foyer. Il s'agissait de 1200 francs. Le pauvre honnête homme voulut rendre ce cadeau. Gaudissart eut 1000 peines à le lui faire accepter. « Ah, si nous pouvions, dit-il à son associé, trouver des acteurs de cet échantillon-là !» Cette double vie, si calme en apparence, était troublée uniquement par le vice auquel sacrifiait Pons, ce besoin féroce de dîner en ville. Aussi, toutes les fois que Schmuck se trouvait au logis quand Pons s'habillait, le bon Allemand déplorait-il cette funeste habitude. « Si encore, ça l'encressait !» s'écriait-il souvent. Et Schmuck rêvait au moyen de guérir son ami de ce vice dégradant, car les amis véritables jouissent dans l'ordre moral de la perfection dont est doué l'odorat des chiens. Ils flairent les chagrins de leurs amis. Ils en devinent les causes, ils s'en préoccupent. Pons, qui portait toujours au petit doigt de la main droite une bague à diamants tolérée sous l'Empire et devenue ridicule aujourd'hui, Pons, beaucoup trop troubadour et trop français, n'offrait pas dans sa physionomie la sérénité divine qui tempérait l'effroyable laideur de Schmuck. L'Allemand avait reconnu dans l'expression mélancolique de la figure de son ami
des difficultés croissantes qui rendaient ce métier de parasite de plus en plus pénible. En effet, en octobre 1844, le nombre des maisons où dînait Pons était naturellement très restreint. Le pauvre chef d'orchestre, réduit à parcourir le cercle de la famille, avait, comme on va le voir, beaucoup trop étendu la signification du mot famille. L'ancien lauréat était le cousin germain de la première femme de M. Camusot, le riche marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, une demoiselle Pons, unique héritière d'un des fameux Pons frères, les brodeurs de la cour, maison où le père et la mère du musicien étaient commanditaires après l'avoir fondée avant la Révolution de 1789 et qui fut achetée par M. Rivet en 1815 du père de la première dame Camusot. Ce Camusot, retiré des affaires depuis 10 ans, se trouvait en 1844 membre du Conseil général des manufactures, député, etc. Pris en amitié par la tribu des Camusot, le bonhomme Pons se considéra comme étant cousin des enfants que le marchand de soieries eut de son second lit, quoiqu'ils ne fussent rien, pas même alliés. La deuxième, Madame Camusot, étant une demoiselle Cardot, Pons s'introduisit à titre de parent des Camusot dans la nombreuse famille des Cardot, deuxième tribu bourgeoise qui, par ses alliances, formait toute une société non moins puissante que celle des Camusot. Cardot, le notaire, frère de la seconde Madame Camusot, avait épousé une demoiselle Chiffreville. La célèbre famille des Chiffreville, la reine des produits chimiques, était liée avec la grosse droguerie dont le coq fut pendant longtemps M. Anselme Popinot, que la Révolution de Juillet avait lancé, comme on le sait, au cœur de la politique la plus dynastique. Et Pons de venir à la queue des Camusot et des Cardot chez les Chiffreville, et de là chez les Popinot, toujours en qualité de cousin des cousins. Ce simple aperçu des dernières relations du vieux musicien fait comprendre comment il pouvait être encore reçu familièrement en 1844. Premièrement, chez M. le comte Popinot, père de France, ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce. Deuxièmement, chez M. Cardot, ancien notaire, maire et député d'un arrondissement de Paris. Troisièmement, chez le vieux monsieur Camusot, député, membre du conseil municipal de Paris et du conseil général des manufactures, en route vers la pairie. Quatrièmement, chez monsieur Camusot de Marville, fils du premier lit, et, partant le vrai, le seul cousin réel de Pons, quoique petit cousin. Ce Camusot qui, pour se distinguer de son père et de son frère du second lit, avait ajouté à son nom celui de la terre de Marville, était en 1844 président de chambre à la cour royale de Paris. L'ancien notaire Cardot, ayant marié sa fille à son successeur nommé Berthier, Pons, faisant partie de la charge, sut garder ce dîner. « Par devant notaire, disait-il. » Voilà le firmament bourgeois que Pons appelait sa famille, et où il avait si péniblement conservé droit de fourchette. De ces 10 maisons, celle où l'artiste devait être le mieux accueilli, la maison du président Camusot était l'objet de ses plus grands soins. Mais hélas, la présidente, fille du feu sieur Thirion, huissier du cabinet des rois Louis XVIII et Charles X, n'avait jamais bien traité le petit cousin de son mari. Attaché d'adoucir cette terrible parente, Pons avait perdu son temps, car après avoir donné gratuitement des leçons à mademoiselle Camusot, il lui avait été impossible de faire une musicienne de cette fille un peu rousse. Or Pons, la main sur l'objet précieux, se dirigeait en ce moment chez son cousin le président, où il croyait en entrant être aux Tuileries, tant les solennelles draperies vertes, les tentures couleur carmélite et les tapis en moquette, les meubles graves de cet appartement où respirait la plus sévère magistrature, agissaient sur son moral. Chose étrange, il se sentait à l'aise à l'hôtel Popinot, rue basse du Rempart, sans doute à cause des objets d'art qui s'y trouvaient. Car l'ancien ministre avait, depuis son avènement politique, contracté la manie de collectionner les belles choses,
sans doute pour faire opposition à la politique qui collectionne secrètement les actions les plus laides. Chapitre 7. Une des 1000 jouissances des collectionneurs. Le président de Marville demeurait rue de Hanovre, dans une maison achetée depuis 10 ans par la présidente, après la mort de son père et de sa mère, les sieur et dame Thirion, qui lui laissèrent environ 150 000 francs d'économie. Cette maison, d'un aspect assez sombre sur la rue où la façade est à l'exposition du nord, jouit de l'exposition du midi sur la cour, ensuite de laquelle se trouve un assez beau jardin. Le magistrat occupe tout le premier étage, qui, sous Louis XV, avait logé l'un des plus puissants financiers de ce temps. Le second était loué à une riche et vieille dame. Cette demeure présente un aspect tranquille et honorable qui sied à la magistrature. Les restes de la magnifique terre de Marville, à l'acquisition desquels le magistrat avait employé ses économies de 20 ans, ainsi que l'héritage de sa mère, se composent du château, splendide monument comme il s'en rencontre encore en Normandie, et d'une bonne ferme de 12 000 francs. Un parc de 100 hectares entoure le château. Ce luxe, aujourd'hui princier, coûte 1 millier d'écus au président, en sorte que la terre ne rapporte guère que 9 000 francs en sac, comme on dit. Ces 9 000 francs et son traitement donnaient alors au président une fortune d'environ 20 000 francs de rente, en apparence suffisante, surtout en attendant la moitié qui devait lui revenir dans la succession de son père, où il représentait à lui seul le premier lit. Mais la vie de Paris et les convenances de leur position avaient obligé M. et Mme de Marville à dépenser la presque totalité de leurs revenus. Jusqu'en 1834, ils s'étaient trouvés gênés. Cet inventaire explique pourquoi Mademoiselle de Marville, jeune fille âgée de 23 ans, n'était pas encore mariée, malgré 100 000 francs de dot et malgré l'appât de ses espérances habilement et souvent, mais vainement présentées. Depuis 5 ans, le cousin Pons écoutait les doléances de la présidente, qui voyait tous les substituts mariés, les nouveaux juges au tribunal déjà pairs, après avoir inutilement fait briller les espérances de mademoiselle de Marville aux yeux peu charmés du jeune vicomte Popinot, fils aîné du coq de la droguerie, au profit de qui, selon les envieux du quartier des Lombards, la Révolution de Juillet avait été faite au moins autant qu'à celui de la branche cadette. Arrivé rue de Choiseul, et sur le point de tourner la rue de Hanovre, Pons éprouva cette inexplicable émotion qui tourmente les consciences pures, qui leur inflige les supplices ressentis par les plus grands scélérats à l'aspect d'un gendarme, et causés uniquement par la question de savoir comment le recevrait la présidente. Ce grain de sable, qui lui déchirait les fibres du cœur, ne s'était jamais arrondi. Les angles en devenaient de plus en plus aigus, et les gens de cette maison en ravivaient incessamment les arêtes. En effet, le peu de cas que les Camusot faisaient de leur cousin Pons, sa démonétisation au sein de la famille agissait sur les domestiques qui, sans manquer d'égard envers lui, le considéraient comme une variété du pauvre. L'ennemi capital de Pons était une certaine Madeleine Vivet, vieille fille sèche et mince, la femme de chambre de madame Camusot de Marville et de sa fille. Cette Madeleine, malgré la coupe rose de son teint, et peut-être à cause de cette coupe rose et de sa longueur vipérine, s'était mise en tête de devenir madame Pons. Madeleine étala vainement 20 000 francs d'économie aux yeux du vieux célibataire. Pons avait refusé ce bonheur par trop coupe rosée. Aussi, cette didon d'antichambre, qui voulait devenir la cousine de ses maîtres, jouait-elle les plus méchants tours aux pauvres musiciens. Madeleine s'écriait très bien « Ah, voilà le pique-assiette !» en entendant le bonhomme dans l'escalier et en tâchant d'être entendue par lui. Si elle servait à table, en l'absence du valet de chambre, elle versait peu de vin et beaucoup d'eau dans le verre de sa victime, en lui donnant la tâche difficile de conduire à sa bouche, sans en rien verser, un verre près de déborder. Elle oubliait de servir le bonhomme, et se le faisait dire par la présidente. De quel ton ? Le cousin en rougissait.
ou elle lui renversait de la sauce sur ses habits. C'était enfin la guerre de l'inférieur qui se s'est impunie contre un supérieur malheureux. Chapitre 8 où l'infortuné cousin se trouve très mal reçu. À la fois femme de charge et femme de chambre, Madeleine avait suivi monsieur et madame Camusot depuis leur mariage. Elle avait vu ses maîtres dans la pénurie de leur commencement en province, quand monsieur était juge au tribunal d'Alençon. Elle les avait aidés à vivre lorsque, président au tribunal de Mantes, monsieur Camusot vint à Paris en 1828, où il fut nommé juge d'instruction. Elle appartenait donc trop à la famille pour ne pas avoir des raisons de s'en venger. Ce désir de jouer à l'orgueilleuse et ambitieuse présidente, le tour d'être la cousine de monsieur, devait cacher une de ces haines sourdes, engendrées par un de ces graviers qui font les avalanches. « Madame, voilà votre monsieur Ponce, et en Spencer encore !» vint dire Madeleine à la présidente. « Il devrait bien me dire par quel procédé il le conserve depuis 25 ans. » En entendant un pas d'homme dans le petit salon, qui se trouvait entre son grand salon et sa chambre à coucher, madame Camusot regarda sa fille et haussa les épaules. « Vous me prévenez toujours avec tant d'intelligence, Madeleine, que je n'ai plus le temps de prendre un parti, » dit la présidente. « Madame, Jean est sorti, j'étais seule. Monsieur Ponce a sonné, je lui ai ouvert la porte, et comme il est presque de la maison, je ne pouvais pas l'empêcher de me suivre. Il est là, qui se débarrasse de son Spencer. »« Ma pauvre Minette, » dit la présidente à sa fille, « nous sommes prises. Nous devons maintenant dîner ici. »« Voyons, » reprit-elle, en voyant à sa chère Minette une figure piteuse, « faut-il nous débarrasser de lui pour toujours ?»« Oh, pauvre homme, » répondit mademoiselle Camusot, « le priver d'un de ses dîners. » Le petit salon retentit de la fausse tousserie d'un homme qui voulait dire ainsi « Je vous entends. »« Eh bien, qu'il entre !» dit madame Camusot à Madeleine en faisant un geste d'épaule. « Vous êtes venu de si bonne heure, mon cousin, » dit Cécile Camusot en prenant un petit air câlin, « que vous nous avez surpris au moment où ma mère allait s'habiller. » Le cousin Ponce, à qui le mouvement d'épaule de la présidente n'avait pas échappé, fut si cruellement atteint qu'il ne trouva pas un compliment à dire, et il se contenta de ce mot profond. « Vous êtes toujours charmante, ma petite cousine. » Puis, se tournant vers la mère et la saluant, « Chère cousine, vous ne sauriez m'en vouloir de venir un peu plus tôt que de coutume. Je vous apporte ce que vous m'avez fait le plaisir de me demander. » Et le pauvre Ponce, qui sciait en deux le président, la présidente et Cécile, chaque fois qu'il les appelait cousin ou cousine, tira de la poche de côté de son habit une ravissante petite boîte oblongue en bois de Sainte-Lucie, divinement sculptée. « Ah, je l'avais oublié, » dit sèchement la présidente. Cette exclamation n'était-elle pas atroce? N'ôtait-elle pas tout mérite aux soins du parent dont le seul tort était d'être un parent pauvre? « Mais vous êtes bien bon, mon cousin. Vous dois-je beaucoup d'argent pour cette petite bêtise ?» Cette demande causa comme un tressaillement intérieur au cousin. Il avait la prétention de solder tous ses dîners par l'offrande de ce bijou. « J'ai cru que vous me permettiez de vous l'offrir, » dit-il d'une voix émue. « Comment, comment ?» reprit la présidente. « Mais entre nous, pas de cérémonie. Nous nous connaissons assez pour laver notre linge ensemble. Je sais que vous n'êtes pas assez riche pour faire la guerre à vos dépens. N'est-ce pas déjà beaucoup que vous ayez pris la peine de perdre votre temps à courir chez les marchands? Vous ne voudriez pas de cet éventail, ma chère cousine, si vous deviez en donner la valeur, répliqua le pauvre homme offensé, car c'est un chef-d'œuvre de Watteau qu'il a peint des deux côtés. Mais soyez tranquille, ma cousine, je n'ai pas payé la 100e partie du prix d'art. Dire à un riche « vous êtes pauvre », c'est dire à l'archevêque de Grenade que ses homélies ne valent rien. Madame la présidente était beaucoup trop orgueilleuse de la position de son mari,
de la possession de la terre de Marville et de ses invitations au bal de la cour, pour ne pas être atteinte au vif par une semblable observation, surtout partant d'un misérable musicien vis-à-vis de qui elle se posait en bienfaitrice. Ils sont donc bien bêtes, les gens à qui vous achetez ces choses-là, dit vivement la présidente. On ne connaît pas à Paris de marchands bêtes, répliqua Pons presque sèchement. C'est alors vous qui avez beaucoup d'esprit, dit Cécile pour calmer le débat. Ma petite cousine, j'ai l'esprit de connaître Lancret, Pater, Watteau, Greuze, mais j'avais surtout le désir de plaire à votre chère maman. Ignorante et vaniteuse, madame de Marville ne voulait pas avoir l'air de recevoir la moindre chose de son pique-assiette, et son ignorance la servait admirablement. Elle ne connaissait pas le nom de Watteau. Si quelque chose peut exprimer jusqu'où va l'amour-propre des collectionneurs, qui certes est un des plus vifs, car il rivalise avec l'amour-propre d'auteur, c'est l'audace que Pons venait d'avoir en tenant tête à sa cousine pour la première fois depuis 20 ans. Stupéfait de sa hardiesse, Pons reprit une contenance pacifique en détaillant à Cécile les beautés de la fine sculpture des branches de ce merveilleux éventail. Mais, pour être dans tout le secret de la trépidation cordiale à laquelle le bonhomme était en proie, il est nécessaire de donner une légère esquisse de la présidente. À 46 ans, madame de Marville, autrefois petite, blonde, grasse et fraîche, toujours petite, était devenue sèche. Son front busqué, sa bouche rentrée que la jeunesse décorait jadis de teintes fines, changeait alors son air, naturellement dédaigneux, en un air rechigné. L'habitude d'une domination absolue au logis avait rendu sa physionomie dure et désagréable. Avec le temps, le blond de la chevelure avait tourné au châtain aigre. Les yeux, encore vifs et caustiques, exprimaient une morgue judiciaire chargée d'une envie continue. En effet, la présidente se trouvait presque pauvre au milieu de la société de bourgeois parvenus ou d'inéponces. Elle ne pardonnait pas aux riches marchands droguistes, anciens présidents du tribunal de commerce, d'être devenus successivement députés, ministres, comtes et pairs. Elle ne pardonnait pas à son beau-père de s'être fait nommer au détriment de son fils aîné, député de son arrondissement, lors de la promotion de Popinot à la pairie. Après 18 ans de service à Paris, elle attendait encore pour Camusot la place de conseiller à la Cour de cassation, d'où l'excluait d'ailleurs une incapacité connue au palais. Le ministre de la Justice de 1844 regrettait la nomination de Camusot à la présidence, obtenue en 1834. Mais on l'avait placé à la Chambre des mises en accusation, où, grâce à sa routine d'ancien juge d'instruction, il rendait des services en rendant des arrêts. Chapitre 9. Une bonne trouvaille. Ces mécomptes, après avoir usé la présidente de Marville, qui ne s'abusait pas d'ailleurs sur la valeur de son mari, la rendaient terrible. Son caractère, déjà cassant, s'était aigri. Plus vieillie que vieille, elle se faisait âpre et rêche comme une brosse pour obtenir par la crainte tout ce que le monde se sentait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.